Vous l'avez déjà ressenti. Cette envie silencieuse d'éteindre son téléphone, d'ignorer les messages et d'être seul. Nous avons tous besoin de solitude de temps en temps. Mais que se passe-t-il quand cette solitude ne s'arrête jamais? Et si les jours de silence se transformaient en semaines, et les semaines en mois d'isolement social total? La plupart des gens croient que le plus grand danger est la solitude. Mais selon Carl Jung, l'un des psychologues les plus brillants et controversés de l'histoire, c'est loin d'être la réalité. Il a fait une découverte terrifiante. Lorsque votre cerveau est privé de tout contact humain, il ne devient pas seulement triste, il entame une transformation radicale et dangereuse. Jung soutenait que le véritable isolement impose une rencontre inévitable avec son « moi de l'ombre », toutes les parties obscures refoulées et niées de son propre esprit. C'est un processus si puissant qu'il peut briser le sens de la réalité, submerger sa capacité de raisonnement et le pousser au bord de la folie. Dans cette vidéo, nous explorerons la feuille de route de Jung concernant ce qui arrive à la psyché humaine lorsqu'elle est coupée du monde. Nous explorerons comment l'énergie cérébrale se tourne vers l'intérieur, déclenchant une descente dans une nuit obscure de l'âme. Nous verrons comment ce voyage peut briser les structures mêmes de la pensée rationnelle, conduisant à la psychose, aux hallucinations et au délire. Mais nous découvrirons également l'idée la plus profonde de Jung. Si vous parvenez à survivre à cette descente terrifiante, elle détient le secret d'une profonde découverte de soi et d'une vie plus authentique que vous n'auriez jamais cru possible. Alors, que se passe-t-il réellement lorsqu'on est complètement seul avec son esprit? La réponse est bien plus extrême que vous ne pouvez l'imaginer. Commençons. Le retrait social commence dès que vous cessez de répondre au téléphone. C'est ce renoncement délibéré aux interactions sociales, le choix conscient d'exister isolé plutôt que d'affronter une conversation superficielle. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que ce retrait social, cette déconnexion volontaire du monde extérieur, déclenche quelque chose de bien plus profond que la simple solitude. Privé de ces interactions sociales habituelles et de validation externe, votre cerveau active immédiatement ce que Carl Jung appelait l'inversion de l'énergie psychique. Là où autrefois vos pensées s'écoulaient vers les autres, elles se tournent désormais vers l'intérieur, avec une intensité surprenante. Il ne s'agit pas seulement de solitude, mais de cet état douloureux que Jung définissait comme l'incapacité à communiquer ce qui vous semble important. Il s'agit de quelque chose de plus dangereux et potentiellement transformateur. En quelques jours d'isolement prolongé, vos perceptions commencent à changer. Les mécanismes de défense qui protègent habituellement votre ego des vérités dérangeantes commencent à s'affaiblir. Sans le bruit constant des réactions sociales, les barrières soigneusement construites entre votre esprit conscient et votre inconscient commencent à se dissoudre. Vos pensées deviennent brutes et souvent terrifiantes. Jung a observé que l'isolement agit comme un puissant catalyseur, forçant ce qu'il appelle une rencontre directe avec les structures psychiques même contre lesquelles l'esprit conscient est censé se défendre. Soudain, privé de stimulations externes et de validation sociale, votre cerveau attire l'énergie vers l'intérieur avec une telle force que le matériel psychologique latent surgit dans votre conscience. C'est là que le retrait social révèle sa véritable nature, non pas comme un simple évitement, mais comme une descente archétypale dans les profondeurs de votre propre psyché, où commence le véritable travail de découverte de soi. Carl Jung a révolutionné notre compréhension de ce qui se produit lorsque le retrait social se transforme en véritable solitude. Contrairement à son contemporain Sigmund Freud, Jung ne considérait pas cet isolement comme une régression pathologique, mais comme le creuset essentiel de l'individuation.
le processus permettant de devenir un individu complet et indivisible. La solitude, écrivait Jung, est l'expérience la plus élevée et la plus décisive pour la découverte de soi. Mais qu'entend exactement Carl Jung par solitude ? Il ne s'agit pas simplement d'être seul, mais d'interagir activement avec son monde intérieur lorsque les distractions extérieures disparaissent. Vos pensées, libérées du filtre des attentes sociales ou de la nécessité d'entretenir une communication acceptable, commencent à révéler leur véritable nature. Jung a observé que cela crée ce qu'il appelle un vide psychique qui attire le contenu inconscient directement vers la conscience. C'est là que cela devient fascinant. Votre système limbique, le centre émotionnel du cerveau, interprète cette solitude à la fois comme une menace et une opportunité. Les systèmes d'alarme primitifs se déclenchent, vous submergeant d'impulsions qui vous semblent étrangères et accablantes. Pourtant, Jung a découvert que cette activation même permet simultanément d'accéder à ce qu'il appelle l'inconscient collectif, les couches profondes de la psyché contenant les schémas universels de l'expérience humaine. Dans la solitude, votre communication intérieure change radicalement. Au lieu du bavardage constant des interactions sociales, vous entamez ce que Jung appelait l'imagination active, un dialogue avec les figures autonomes de votre inconscient. Il ne s'agit pas d'hallucination, mais de rencontre avec les structures profondes de la personnalité habituellement cachée. Carl Jung a compris que ce processus, bien qu'essentiel à la croissance psychologique, comporte un risque immense. C'est pourquoi la descente dans le territoire inconscient se manifeste souvent par la dépression et l'anxiété que nous explorerons ensuite. La dépression apparaît comme l'inévitable compagnon de la solitude de Jung, mais pas de la manière dont on pourrait s'y attendre. Cette dépression, ce que Jung appelait une force d'ancrage nécessaire, survient comme une réponse psychique à la rencontre de données que le conscient a passé des années à refouler. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, c'est le signe qu'un travail plus profond a commencé. À mesure que l'activation inconsciente de Carl Jung s'intensifie, l'anxiété envahit votre système avec une intensité débordante. Cette anxiété représente la terreur de votre ego face à la perte de contrôle, sa tentative désespérée de maintenir les schémas familiers que la solitude a commencé à dissoudre. Votre système nerveux devient hyperactif, interprétant chaque ombre, chaque pensée inattendue, chaque impulsion émergente comme une menace potentielle pour votre identité soigneusement construite. Les obsessions qui surgissent durant cette phase ne sont pas des intrusions fortuites. Ce sont des messagers de l'inconscient, exigeant une attention particulière à des aspects de soi-même, longtemps niés. Jung a observé que ces obsessions tournent souvent autour des thèmes de la mortalité, du sens et de l'authenticité. Les idées suicidaires, lorsqu'elles émergent, reflètent ce que Jung appelait la mort de l'ego. Non pas une mort littérale, mais la dissolution psychologique de fausses identités. C'est là que le stress s'amplifie de façon exponentielle. Votre corps, déjà mis à rude épreuve par l'isolement, supporte désormais la charge supplémentaire de traiter des informations psychologiques intenses, sans le soutien social habituel. La peur devient votre compagnon constant, non seulement la peur des menaces extérieures, mais aussi la peur existentielle de ce que vous découvrez sur vous-même. L'idée révolutionnaire de Jung était que cette dépression remplissait une fonction cruciale. Elle ramenait les individus devenus trop hauts et distants dans l'espace à la réalité humiliante de leur humanité. L'obscurité n'est pas une punition, mais une préparation au travail d'intégration qui doit suivre. Pourtant, cette descente dans la dépression et l'anxiété crée un territoire dangereux où la pensée rationnelle commence à se fragmenter, ouvrant la voie à des perturbations cognitives encore plus graves.
Le cortex préfrontal, le centre exécutif du cerveau responsable de la pensée rationnelle et de la prise de décision, commence à céder sous la pression psychologique d'un isolement prolongé. Cette région, qui maintient normalement vos capacités de raisonnement et contrôle vos impulsions émotionnelles, se retrouve submergée par le flot de données inconscientes libérées par la solitude de Jung. À mesure que la dépression et l'anxiété s'intensifient par rapport à la phase précédente, le cortex préfrontal perd son emprise régulatrice sur le traitement cognitif. Le raisonnement qui vous aidait autrefois à prendre des décisions complexes devient flou et peu fiable. Jung a observé que cette dégradation cognitive n'est pas accidentelle. Il s'agit des défenses structurées de l'ego qui cèdent enfin la place à des vérités psychologiques plus profondes. Votre jugement moral, généralement ancré dans le conditionnement social et l'analyse rationnelle, commence à changer radicalement. Les cadres éthiques sur lesquels vous vous appuyez se dissolvent à mesure que la persona, terme utilisé par Jung pour désigner votre masque social, s'effrite. Sans validation sociale externe pour renforcer ses structures morales, votre cortex préfrontal peine à maintenir un raisonnement éthique cohérent. Durant cette phase, la mémoire devient de plus en plus fragile. Les ressources cognitives normalement dédiées à la mémoire claire sont alors submergées par le traitement d'un contenu émotionnel intense issu de l'inconscient. Votre capacité à distinguer les expériences passées et présentes s'affaiblit à mesure que le matériel archétypique envahit votre conscience. Cette détérioration de la rationalité représente ce que Jung appelait la défaite nécessaire de l'ego. L'incapacité de l'esprit rationnel à contenir ou à contrôler les vastes territoires de la psyché qu'il rencontre dans la véritable solitude. Le cortex préfrontal, malgré ses capacités cognitives sophistiquées, est tout simplement incapable de traiter le langage symbolique et non linéaire de l'inconscient. Alors que le raisonnement, le jugement moral et la mémoire continuent de se fragmenter, le décor est planté pour des manifestations encore plus extrêmes. L'effondrement complet de la réalité consensuelle à travers des hallucinations et des délires. Le retrait social atteint son paroxysme lorsque l'effondrement du cortex préfrontal ouvre la voie à une distorsion totale de la réalité. Ce n'est pas progressif, mais un franchissement brutal d'un seuil psychologique où l'isolement se transforme, passant d'une solitude thérapeutique à une déconnexion pathologique de la réalité consensuelle. À ce stade, votre santé se détériore rapidement, car le corps physique subit le poids cumulé de semaines, voire de mois, sans contact humain significatif. Les hormones du stress qui envahissent votre organisme depuis le début de ce parcours perturbe désormais votre système immunitaire, votre santé cardiovasculaire et votre stabilité neurologique. L'insomnie devient votre tourment constant, créant un cercle vicieux qui accélère la dépression psychologique. Le manque de sommeil aggrave tous les autres symptômes. Votre raisonnement déjà fragmenté s'en trouve encore plus altéré. La régulation émotionnelle disparaît complètement et la frontière entre la conscience onirique et la conscience éveillée disparaît. Durant cette phase, la perception du temps se déforme au point d'être méconnaissable. Les minutes semblent des heures, les jours se fondent dans les nuits, et votre chronomètre interne, normalement synchronisé par les interactions sociales et les routines extérieures, perd tout étalonnage. Jung nous avertissait que sans l'effet d'ancrage de la réalité consensuelle, la psyché se détache du temps linéaire. C'est là que les hallucinations apparaissent, non pas comme des ratés neurologiques aléatoires, mais comme une tentative de l'inconscient de créer le contact social que le retrait social a supprimé. On commence à voir des personnes absentes, à entendre des conversations dans des pièces vides, à ressentir des contacts provenant de présences fantômes. Les délires suivent de près les hallucinations, car votre esprit construit des cadres explicatifs élaborés pour ces expériences impossibles.
Jung a observé que ces délires contiennent souvent une profonde vérité symbolique, mais sans un contrôle approprié. Ils représentent l'assimilation complète de l'ego par l'inconscient, ce qu'il appelle la fragmentation psychique. Pourtant, même à cette extrémité, Jung croyait que la rédemption restait possible grâce à la restauration délibérée d'une connexion humaine authentique. La socialisation devient le test ultime pour savoir si votre parcours d'isolement a conduit à une véritable transformation ou à un repli pathologique. Ce retour aux relations humaines, ce que Jung appelait le mandat du héros, détermine si le profond travail intérieur de retrait social portera ses fruits dans des relations authentiques ou restera prisonnier d'un égocentrisme narcissique. La qualité de vos interactions sociales après un isolement prolongé révèle tout du succès de votre descente psychologique. Si vous avez véritablement intégré les éléments d'ombre et le contenu inconscient apparu pendant la solitude, votre communication se transforme, passant d'un besoin basé sur la projection à une expression authentique, ancrée dans la plénitude. Vous ne recherchez plus la validation des autres, car vous avez trouvé une source intérieure de sens grâce à la connexion à votre soi. Vos pensées, autrefois fragmentées par l'isolement et submergées par l'inconscient, s'écoulent désormais avec clarté et détermination lors des rencontres sociales. Les perceptions, si déformées par un sevrage extrême, sont progressivement rééquilibrées grâce à un échange social sain et à des tests de réalité consensuels. Il ne s'agit pas de revenir à vos anciens schémas, mais de forger de nouvelles façons d'interagir. Jung a observé qu'une socialisation authentique, issue d'un travail d'individuation, crée ce qu'il appelle une camaraderie qui s'épanouit lorsque chaque individu se souvient de son individualité. On ne cherche plus désespérément à se compléter auprès des autres, ni à projeter inconsciemment ses qualités désavouées sur ses amis et partenaires. Le lien communautaire devient possible précisément parce qu'on a appris à être véritablement seul. Le grand paradoxe découvert par Jung est que ce n'est qu'en acceptant courageusement la solitude que l'on peut développer la capacité d'interagir socialement de manière plus profonde. Après s'être retrouvé au plus profond de l'isolement, on est désormais capable de rencontrer véritablement l'autre tel qu'il est, et non tel que l'on a besoin qu'il soit. Le retrait social, lorsqu'il est géré avec conscience et courage, se transforme de la crise en appel, la descente nécessaire qui permet une ascension authentique vers une véritable connexion humaine. Nous avons donc voyagé d'une simple porte close jusqu'aux confins de la psyché humaine, et inversement. Nous avons vu que, selon Carl Jung, le retrait social complet n'est pas un état de solitude passive. C'est un processus actif, puissant et dangereux. Tout commence par une introspection de l'énergie mentale, forçant une confrontation avec notre ombre. Cette descente peut mener à une dépression et une anxiété accablante, défier les limites mêmes de notre raisonnement et même risquer une rupture totale avec la réalité et une psychose. Pourtant, comme l'a si brillamment suggéré Jung, ce n'est pas seulement un chemin vers la destruction. C'est le creuset de l'individualisation, le voyage du héros. S'il est parcouru avec courage, il nous permet de revenir au monde non pas brisé, mais transformé, capable d'une connexion plus authentique que jamais. Le paradoxe ultime est que ce n'est qu'en apprenant véritablement à être seul que nous pouvons enfin apprendre à être véritablement avec les autres. Que pensez-vous de l'idée provocatrice de Jung, selon laquelle il faut affronter sa noirceur intérieure pour devenir entier? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Si vous avez trouvé cette exploration de l'esprit utile, veuillez donner une note à cette vidéo.com et s'abonner. Rejoignez notre chaîne pour des plongées plus approfondies en psychologie et en philosophie. N'oubliez pas de cliquer sur cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo.
Merci de votre attention. Et n'oubliez pas, parfois, les voyages les plus importants sont ceux que nous entreprenons intérieurement.